Without further ado, I would like to welcome Alexandre Walsh, co-founder, VP of Engineering at NextApp. Il est passionné de bâtir des produits qui ont de l'impact chez ses clients, avec un souci de l'excellence technique et une approche lean. Il va aujourd'hui nous parler de le business case de livraison continue. Bonjour tout le monde, super content d'être ici. Tout d'abord, en fait, merci au comité de DevOps Day de me donner l'opportunité de venir présenter devant vous aujourd'hui d'un sujet qui me passionne. Et merci à vous d'être encore ici, dernier talk de la journée. J'espère qu'il vous reste de l'énergie. Donc, ça va être super intéressant. Donc, aujourd'hui, je veux venir vous parler du business case de la livraison en continu. Pour vous en parler, j'aimerais ça vous parler de l'histoire de Pierre. Donc, imaginez que Pierre, c'est un directeur du développement dans une compagnie. Donc, Pierre, dans son histoire, il y a un produit, il fait 10 millions de revenus. Dans son équipe, il y a 50 employés techniques à sa charge et en moyenne, une performance de livraison moyenne. Je m'en assure que vous allez comprendre tantôt, je fais référence à quoi. Et là, il y a un bonhomme qui arrive dans l'histoire et qui vient voir Pierre et qui dit « Écoute, Pierre, je regarde ton contexte, là, puis je pense que tu vas aller chercher tu as un coût d'opportunité en ce moment de 947 775 $. Et là, Pierre, il me regarde, puis il est comme, d'où ça sort, ce chiffre-là? Tu sais, c'est quoi le rapport? Et en fait, ce qu'on y raconte, c'est tu as un coût d'opportunité en ce moment, parce qu'avec la performance actuelle de tes équipes, s'ils étaient plus performantes, tu pourrais retourner chercher ce 947 000-là, tu pourrais retourner le chercher en améliorant la performance de tes équipes. Donc, cette personne-là en question, c'était moi. Donc, pour me présenter rapidement, Alexandre Walsh, un des cofondateurs de la compagnie NextApp, VP d'ingénierie dans cette compagnie-là, et chef de produit de notre produit Axify maintenant, que je suis rendu à temps plein dessus depuis 2024. Sinon, dans une note plus personnelle, je suis papa de 3 beaux enfants et un gros fan de hockey aussi. Donc, hier soir, j'ai écouté Edmonton et je suis déçu qu'il ait perdu. Une équipe canadienne, on veut qu'ils se rendent en finale. Je ne sais pas s'il y a des fans de hockey dans la salle. Yes, moi je ne serai pas le seul. Si on revient à Pierre rapidement, dans le fond, quand je vais parler de la performance des équipes, je vais faire beaucoup référence, dans le fond, au livre d'Accelerate, le livre qui a été publié en 2018. L'étude a évolué depuis. Mais ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est qu'ils ont découvert c'est quoi qui prédit des équipes performantes. Ils ont découvert aussi c'est quoi des métriques clés qui vont prédire cette performance-là. Puis en ayant des métriques clés, ils ont aussi découvert qu'il y a des groupes de performance. Donc, rapidement, je ne passerai pas tous les chiffres dans le tableau, là, mais vous pouvez imaginer qu'on peut regarder en équipe, on peut regarder certaines métriques clés et savoir est-ce qu'elles sont en haute performance, sont en moyenne performance ou en basse performance. Donc, c'est le fun parce qu'on peut voir c'est où qu'on se situe par rapport à l'industrie rapidement. Ce qui est intéressant aussi, c'est, en fait, l'étude, ce n'est pas juste 4 métriques clés, en fait, c'est qu'il y a tout un modèle de recherche en arrière. Donc, il y a plein de concepts qu'on peut lire ici, il y a plusieurs blocs. Il y a des flèches aussi. Dans le fond, les flèches, ce qu'ils viennent dire, c'est X prédit Y. Donc, si on le passe rapidement, il y a à droite, là, en bleu, on voit la performance organisationnelle qui, elle, va être prédite par le bloc en vert qui est la performance de livraison. Donc, les fameuses 4 métriques clés qu'on parle. Et la performance de livraison est prédite par plusieurs éléments, mais notamment la livraison en continu. Donc, c'est là-dessus que je veux venir mettre l'emphase aujourd'hui, c'est comment la livraison en continu, dans le fond, prédit, oui, une performance de livraison, mais une meilleure performance organisationnelle, essentiellement. Donc, je sais que ça peut paraître évident, peut-être pour certains, là, que de miser sa livraison en continu, ça va amener une meilleure performance. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils l'ont, même si on en parle dans l'industrie depuis au moins 40-60 ans, sûrement, là, mais ce que j'aime, c'est qu'ils l'ont prouvé d'une façon scientifique. Donc, c'est fiable. On peut incorporer ça dans notre stratégie, c'est très fiable aussi. Et là, je reviens à Pierre. Pierre, dans sa réalité, on se rappelle, c'est un directeur du développement. Il y a un boss, souvent que c'est des fois un président d'entreprise qui il rappelle gentiment à quel point que l'importance de livrer les fonctionnalités, puis que, dans le fond, on a des deadlines à respecter. Fait que oui, je veux bien m'améliorer. Tu sais, Pierre, il voit ces études-là. Il sait qu'il faut qu'on fasse des pas vers là. Mais tu sais, est-ce que j'ai le temps? Est-ce que m'améliorer, dans le fond, je vais avoir un gain à ça? Est-ce que je vais avoir un retour de m'améliorer en règle générale? Puis
Puis la réponse, c'est oui, là, parce qu'on s'entend, sinon je n'en ferai pas une présentation. Donc, le même groupe de recherche de Dora, ils ont aussi fait une autre étude plus tard de c'est quoi le ROI de faire une transformation vers une meilleure performance, dans le fond. Fait qu'on peut le trouver par 3 variables qu'on va passer ensemble. Dans le fond, la première variable, c'est du temps évité sur du travail qui est non nécessaire. Donc, essentiellement, ce que ça dit, c'est imaginez, c'est quoi la valeur des heures que si on était plus efficient et qu'on les récupère, ça vaut combien ce temps-là, essentiellement? Donc, mettons, imaginez une petite image cute comme ça. Imaginez qu'on travaille en réalité. Bien, il y a une partie du travail qu'on va faire que ça va être du rework, comme on s'attend à avoir. On n'est pas parfait, on va faire des erreurs, c'est normal, fait qu'on a ce temps-là. Mais par contre, il y a un bout de travail que c'est une licence qui est non nécessaire. Donc, dépasser ce qui est attendu, ça, c'est du gain qu'on pourrait aller chercher. Donc, c'est ça qu'on va venir calculer ici. Et ça se calcule avec ces 3 magnifiques variables-là. Donc, si on les passe rapidement, ça fait, dans le cas, ça commence avec la grandeur de l'équipe que vous avez. Dans le cas de Pierre, c'était 50 personnes. Un employé, ça vous coûte combien? Donc, là, évidemment, vous pouvez prendre un salaire moyen chez vous, là, mais pour l'exemple, j'ai pris un salaire moyen de Glassdoor qui était de 85 000 par année. Donc, on s'entend que ça varie d'une organisation à l'autre, mais juste pour l'esprit de la formule, on va mettre 85 000 Et tout ce monde-là travaille. Et c'est quoi le pourcentage de ces gens-là qui travaillent qui est du non nécessaire? Dans l'étude en question, comment ils l'ont fait, c'est qu'ils ont découvert, dans le fond, que ce qui est normal, basé sur toutes ces estimations qu'ils ont faites avec les équipes, c'est que ce qui est normal, dans le fond, c'est 18 du temps. Et ensuite, selon votre groupe de performance, si maintenant vous êtes en haute performance, ou en basse performance, ça va juste faire que vous avez plus de temps potentiel à les récupérer. Donc, ceux qui sont en moyenne performance, on parlait c'était 19,5 Donc, si on fait la différence entre les deux, c'est quand on est en moyenne performance, comme dans le cas de Pierre, exemple, on peut espérer retourner chercher un 1,5 C'est un bon objectif qu'on peut avoir. Donc, si on met toutes ces variables-là ensemble, ça donne un premier 73 000 et 313. Ensuite, la deuxième variable, c'est le temps qu'on va récupérer, il vaut quelque chose essentiellement, parce qu'on va faire quelque chose avec. Donc, imaginez que ce temps-là qu'on récupère, parce qu'on est plus efficient, on va pouvoir faire des nouvelles fonctionnalités dessus qui, eux, vont nous amener à potentiellement générer du revenu, essentiellement. Donc, au lieu de faire des bugs, on travaille sur des fonctionnalités, par exemple. Donc, ça, on le calcule. C'est aussi une bonne formule qu'on va les passer rapidement. Donc, la première, c'est quoi le temps qu'on récupère? Donc, c'est le 1,5 de l'étape précédente. Donc, rien de nouveau jusqu'ici. Ensuite, on va aller chercher la fréquence de déploiement. Donc, dans le temps qu'on récupère, combien de changements que je vais être capable de faire dans ce temps-là, essentiellement. Donc, la fréquence de déploiement, c'est combien de changements que vous êtes capable de faire. Donc, c'est une métrique clé des métriques de Dora qu'on a présentées tantôt. Donc, dans le cas de Pierre, vu qu'il est en moyenne performance, en moyenne, ils font un changement par semaine. Donc, si on le met à l'année, ça fait 52 changements par année. Ensuite, si vous avez plus, on compte le nombre de lignes d'affaires que vous avez. Si vous avez plus qu'un produit, on peut venir le mettre dans la formule. Ici, juste pour simplifier l'exemple, j'ai mis un seul produit. Donc, on va pouvoir mettre 1. Après ça, on fait 52 changements par année. C'est quoi le pourcentage de ces changements-là qui vont avoir un impact positif sur votre produit? Donc, ça aussi, il en parle dans l'étude, dans mes notes à la fin, si jamais vous voulez aller plus en profondeur. Mais ils ont découvert qu'avec plusieurs expérimentations, ils ont su démontrer qu'il y a seulement le tiers des changements que vous allez apporter à votre produit qui vont avoir un impact positif sur votre produit. Ensuite, ils ont découvert qu'il y a un autre tiers qui a un impact neutre et le dernier tiers a un impact négatif sur votre produit. Donc, il y a le tiers de ce que vous faites que vous serez mieux de ne pas le faire parce que ça vous amène des moins bons résultats. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Mais ce qu'on va retenir, c'est 33 des changements que vous faites tendent à avoir un impact positif. Donc, c'est ça qu'on va pouvoir venir mettre ici dans la variable. Donc, on récupère du temps, on fait des changements. Il y en a le tiers qui fonctionne. Mais quand ça fonctionne, c'est qu'est-ce que ça rapporte. Ça aussi, dans l'étude, ils ont pris certaines assumptions. On va dire qu'en moyenne, ça va rapporter, chaque changement qui fonctionne, en moyenne, va rapporter 1 des revenus.
Là, on le sait que la distribution ici elle varie beaucoup, là, parce que des fois, vous allez faire des fonctionnalités, ça va vous rapporter peut-être 200 % de vos revenus. De l'autre côté, des fois, vous allez faire des fonctionnalités, ça va rapporter absolument rien. Donc, c'est pour ça qu'on va être capable de dire que, en fait, eux, ils ont découvert qu'en moyenne, c'est safe de considérer que chaque changement qui a un impact positif, on peut assumer 1 % des revenus en moyenne. Sinon, ils en parlent dans mes références en notes, si jamais vous voulez creuser dans l'étude. là. C'est sûr qu'en mode 20 minutes, je vais aller moins dans cette ligne-là. Et si ça rapporte 1 % des revenus, bien, on fait combien de revenus? Donc, dans le cas de Pierre, c'était 10 millions. Donc, si on additionne tout ça ensemble, ça donne un autre 25 740 $. Et là, ici, il y a quelque chose que je trouve intéressant. Parce que vu qu'on est en moyenne performance, ça donne 25 740 $. Et de l'autre côté, si on est en basse performance, on le voit que même si on récupère du temps, vu qu'on ne fait pas beaucoup de changements, bien, il y a juste 1 000 $ qu'on peut aller chercher. Puis à l'inverse, si on est en haute performance, on aurait pu aller chercher un autre 240 000 $. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est la variable déterminante dans cette zone-là, c'est vraiment la fréquence de déploiement. Parce que dans le fond, l'idée est simple, c'est dans le temps que je récupère, plus que je suis bon à apporter des changements à la production et donc de capturer de la valeur, bien, plus que ça a un impact, dans le fond, sur votre produit et sur l'entreprise. Donc, on le voit, il y a quand même une différence entre de 25 000 à 240 000 $, donc c'est vraiment significatif. T'sais, si on met une image à ça aussi, une autre façon de l'illustrer, c'est que plus, bien, dans le fond, si je récupère du temps, je fais des changements. Donc, plus que je suis bon, plus que je suis en haute performance, plus que je suis capable d'apporter des changements à nos utilisateurs, à nos clients, donc dans le produit. Plus que je fais de changements, bien, plus que j'ai de chances qu'il y en ait au moins un qui fonctionne. Puis plus que j'en ai au moins un qui fonctionne, bien, plus que j'ai de chances qu'il rapporte du revenu ou qu'il y a un impact positif. Donc, en arrière de ça, l'autre chose aussi qui est un fait notable, selon moi, c'est la différence entre ceux qui sont en moyenne performance et en haute performance. T'sais, ceux en haute performance ne sont pas 2 fois meilleurs, là. Ils sont jusqu'à 14 fois meilleurs que ceux en moyenne performance. Donc, c'est vraiment significatif là, comme gap. Donc, c'est pour ça que quelque chose qu'on peut aussi en tirer, une façon de l'illustrer, c'est que imaginez que vous avez plusieurs équipes dans votre organisation. Là. Bien, vos meilleures équipes, c'est quasiment eux, dans cette philosophie-là, c'est quasiment eux qui ont le plus attiré de s'améliorer. Parce que quand ils récupèrent du temps, bien, ce temps-là récupéré, c'est pour eux qui valent le plus cher pour votre organisation. Parce que des fois, on va tendre à vouloir améliorer seulement les équipes, mettons, qui sont moins matures et compagnie. Mais il ne faut pas délaisser les meilleures équipes parce que eux, leur temps vaut très cher aussi pour l'organisation. Donc, juste ça, moi, je trouve ça vraiment hot. Comme image. Donc, si on revient, on avait les deux premières variables. Donc, il nous reste ensuite la dernière qui est le coût des incidents. Dans le fond, la variable, dans le fond, c'est d'estimer les coûts d'interruption. Dans le fond, quand on tombe en incident, imaginez que si on applique des meilleures pratiques d'ingénierie, si on est meilleur dans notre développement, bien, on va tomber moins souvent en panne, on va faire moins souvent des incidents. Donc, ce coût-là de tomber moins souvent en panne, bien, ça vaut combien en règle générale? Parce que c'est des économies, dans le fond, pour la compagnie. Fait que comment on le calcule? C'est 4 autres variables aussi qu'on va passer ensemble. La première, c'est la fréquence de déploiement encore. Donc, combien de changements qu'on peut faire par année. Donc, c'est la même variable que tantôt. Donc, on va apporter 52 changements par année. Ensuite, on a le taux d'échec des changements. Donc, ça aussi, c'est une métrique clé de DORA. Donc, dans le cas de Pierre, il était en moyenne performance. Donc, c'est safe. En fond, en moyenne, là-dedans, c'est 16 à 30 %. Donc, en moyenne, c'est 23 % qu'on va pouvoir mettre pour la formule. Ensuite, on a le temps moyen de restauration. Donc, ça, c'est quand on tombe en panne ou qu'on est en incident. Bien, ça nous prend combien de temps réparer l'incident en question. Donc, dans le cas de Pierre, on était aussi à moyenne performance. Dans son cas, lui, on l'avait, c'était 36 heures. Donc, c'était une journée et demie. Donc, qui faisait qu'il était en moyenne performance. Donc, on va pouvoir prendre ce chiffre-là aussi comme exemple dans la formule. Et ensuite, une panne, ça vous coûte combien? Donc, ici, il va falloir faire des estimations. Là, dans le cas de Pierre, dans nos estimations, c'était 1 000 $ de l'heure.
Mais on s'entend que là, ça c'est une variable qui va vraiment varier d'une compagnie à l'autre ou selon l'industrie que vous allez être dedans. On s'entend, là? On s'entend que si, mettons, vous êtes une billetterie ou un commerce en ligne, tomber 1 heure en panne, ça vaut vraiment cher pour vous. Ou la même idée que si votre logiciel, vous le déployez dans une usine puis que ça fait en sorte que l'usine arrête, bien ça aussi, ça coûte très cher en moyenne. Ou, à l'inverse, si vous êtes une application de photo, ça se pourrait que tomber en panne 1 heure, c'est pas la fin du monde puis que ça ne vous coûte pas si cher que ça. Ça vous coûte en crédibilité, là, mais peut-être pas nécessairement en termes de revenus. Mais sinon, il y avait d'autres études qui parlent, que je n'ai pas mis dans les slides, mais qui disaient, mettons, juste à titre indicatif, mettons, les compagnies dans les Fortune 500, Fortune 1000, eux autres, quand ils tombent en panne, ça peut leur coûter des fois à raison de 100 000 $ quand ce n'est pas nécessairement critique. Et quand c'est critique, ça peut monter jusqu'à du 500 000 $, même 1 million $ pour certaines compagnies. Donc, ça va vraiment vite, là. Donc, dans le cas de Pierre, nous, on l'avait estimé à plus proche de 1 000 $. Donc, on va pouvoir le mettre là. Mais c'est un exercice que vous pourriez faire dans votre compagnie. Donc, si on le met ensemble, ça donne un 430 560 $. Donc, si on additionne tous les chiffres ensemble, on arrive à un 529 613 $. Donc, la différence, en fait, au début, c'était si l'équipe s'améliore et qu'on reste en moyenne performance, dans le fond, son retour potentiel, ça va être le 529 000 $. Mais à l'inverse, si on réussit dans le temps mettons qu'on s'améliore dans le temps qu'on récupère et qu'on réussit à venir en haute performance, bien c'est là, dans le fond, le retour potentiel de Pierre qu'on parlait, du 947 000 $ par année. Puis on le voit aussi qu'il y a une bonne différence entre la moyenne performance et la haute performance. Donc, il y a vraiment un gros gain, dans le fond, à devenir performant en tant qu'équipe pour l'organisation. Donc, ce que j'aimerais que vous... la formule, là, mais dans le fond, ce que j'aimerais que vous reteniez surtout, c'est, premièrement, la fréquence de déploiement, c'est vraiment une variable déterminante en règle générale, parce que c'est ça qui vous permet d'apporter des changements, c'est ça qui vous permet d'apporter votre changement dans les mains d'un utilisateur, de capturer de la valeur au final. C'est aussi quand on parle de ligne, mettons la grosseur des changements, la grosseur des batchs, la fréquence de déploiement, c'est un des meilleurs proxys aussi pour déterminer c'est quoi la grandeur de vos changements. Donc, on le voit, là, je travaille avec plusieurs équipes, là, puis ceux qui déploient, par exemple, 2 fois par jour versus ceux qui déploient 1 fois par mois, honnêtement, il y a vraiment un monde de différence entre les deux. Donc, souvent, ça passe par la grandeur des changements qu'ils sont capables d'apporter. Oui, il va y avoir de l'automatisation beaucoup, là, mais reste, c'est un excellent proxy qu'on peut regarder dans les équipes. Un autre point que je voulais aussi qu'on garde, c'est de ne pas délaisser les bonnes équipes. Je l'ai vu souvent, on a vraiment une tendance, mettons quand on a 4 équipes, 6 équipes, peu importe, plusieurs équipes, on tend à vouloir vraiment améliorer les équipes les moins matures en premier. C'est comme, oui, on veut les améliorer aussi, mais ne sous-estimez pas le gain potentiel de aussi aider les équipes qui sont plus matures, qui peuvent apporter plus, parce qu'il y a un gros gain à aller chercher aussi avec eux. Et moi, c'est sûr que je suis un fan de la livraison en continu, mais l'étude le démontre aussi, comme de miser sur la livraison en continu, c'est un pilier dans votre accélération. Donc, souvent, oui, j'entendais tantôt pourquoi que les transformations agiles, mettons, ça ne marche pas nécessairement. Comme, oui, on va chercher à être plus agile, à chercher à apporter des changements plus fréquemment, à livrer de la valeur plus fréquemment. On va chercher à être plus agile, mais ça prend aussi du code agile. Ça prend une culture qui permet d'être agile aussi. Donc, les capacités techniques, on en parle depuis le début de l'industrie. Donc, ça ne changera pas, ça va être encore vrai. C'est la fondation pour apporter de la valeur rapidement à nos clients et avec une meilleure qualité. Des freins communs que je vois souvent à la livraison continue, en fait, là, le premier, c'est quelque chose que je répète depuis longtemps, c'est de vouloir viser la perfection. On dirait qu'on tend vraiment à vouloir tout réussir du premier coup. On veut, par exemple, on fait des pull requests, on veut qu'il faut que ça fasse toute la user story au complet avant qu'on l'apporte, donc ça apporte un plus grand changement. Et on se trompe souvent. Ou quand on fait un bug, on regarde pour plus que jamais que le bug réarrive par après, donc on vient ajouter un contrôle de qualité par-dessus. Donc, juste rappelle que la philosophie en arrière de la livraison en continu, c'était d'être capable de faire un hotfix en production en moins de 30 minutes, par exemple. Donc, l'idée simple, c'est de ne pas viser à ne pas devoir se tromper. C'est qu'il faut
faut comprendre qu'on va se tromper, il faut réfléchir en conséquence de cette philosophie-là. Donc, on n'optimise pas pour la perfection de ne pas se tromper, c'est à l'inverse, on optimise pour être capable de réparer rapidement. Si je suis capable de réparer un bug en prod en moins de 30 minutes, bien, même si je me trompe, bien, je vais aller le réparer en moins de 30 minutes, puis ça ne sera pas nécessairement la fin du monde, ou du moins on va être capable de s'adapter rapidement. Sinon, un autre point, le couplage dans l'architecture. Souvent, quand on travaille avec des équipes, on pense à l'architecture, on cherche à assembler les morceaux ensemble, à pouvoir les réutiliser. Puis, on dirait qu'on oublie, on dirait qu'on ne pense pas tout le temps à la testabilité en premier aussi quand on pense à ça, mais quand on fait de l'architecture. Mais ce que je vis aussi, c'est que souvent, mettons, on va travailler avec des équipes, ils vont me parler de tests automatisés qui en font, mais ils me parlent rarement de, par exemple, si le design est testable. Fait que, qu'est-ce que ça l'amène, ça? Excusez. Dans le fond, les équipes, ils me parlent plus de tests automatisés, ils ne me parlent pas nécessairement de design testable ou des principes solides. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on a des tests qui sont plus larges, qui sont plus fragiles, qui sont plus lents. On cherche à vouloir tester plus dans des environnements ou des gros environnements en intégration avec les autres, donc c'est plus fragile. Ça fait aussi que des déploiements qui sont plus risqués, qui sont plus gros, qu'on passe des fois des vendredis après-midi un peu stressants à vouloir déployer pour être sûr que tout marche. Donc, c'est important de tout le temps penser à la testabilité en premier dans tout ce qu'on fait. C'est ça qui va vous permettre de gagner en rapidité et en qualité. Puis, une autre chose aussi, c'est de penser trop gros. En fait, c'est ça. Des fois, on dirait qu'on pense à la livraison en continu ou à comment on peut, l'époque qu'on doit faire avec ça. Puis, on s'imagine déjà dans 3 ans, puis il y a comme tellement de choses qu'on doit faire et ça nous paralyse là-dedans. C'est tout le temps des fois, des petits trucs faciles, c'est juste de penser comme c'est quoi qui nous empêche, par exemple, de pouvoir déployer rapidement en production. Puis il y a plein de choses qui vont vous bloquer. Mettons, il va y avoir A, B, C qui vous bloque. Bien, c'est quoi qui bloque A? C'est quoi qui bloque B? Puis c'est quoi qui bloque C? Puis vous êtes capable, vous seriez capable de faire une espèce de graphe avec tous ces bloquants-là. Puis ça va créer... En fait, il existe une méthode qui s'appelle la méthode Mikado, si jamais vous voulez aller sur Google, qui permet de faire une espèce de graphe de dépendance entre vos dépendances ou de refactoring ou qu'est-ce qui vous empêche de faire des pas. Mais ça va créer vraiment un effet entraînant dans vos équipes parce que ça va faire comme, oui, OK, peut-être que dans toute l'organisation, je ne peux pas tout régler, mais moi, dans mon petit scope d'équipe, si je refactor, mettons, cette classe-là, peut-être que ça va me permettre de le tester en isolation, qui va nous amener à tester ce système-là en isolation, qui va nous permettre de peut-être découpler l'architecture au final. Fait que les gens, ça crée vraiment un effet entraînant sur qu'est-ce que moi, dans mon équipe, dans mon petit contexte, qu'est-ce que je peux faire essentiellement. Donc, tout le temps penser pas de penser trop gros, mais comme c'est quoi la petite chose que vous êtes capable de faire. Et avec la méthode Mikado, c'est un truc qu'on donne souvent. Ça permet de dessiner, dans le fond, c'est quoi les pas qui vous manquent pour vous rendre là. Puis ça crée des drôles de situations, mais c'est super intéressant aussi. Sinon, en fait, par où commencer? La première chose, en fait, c'est oui, je parle de la livraison en continu, mais c'est toujours d'identifier c'est quoi votre objectif d'affaires en premier. Donc, on ne veut pas nécessairement améliorer le côté technique dans le but d'améliorer le côté technique. Il faut tout le temps que ça soit lié à un objectif d'affaires. Donc, ça peut être autant dans le mode d'améliorer l'expérience client, ça peut être de réduire les coûts, ça peut être, on aime ça aller dans un marché plus rapidement, peu importe c'est quoi le marché. Donc, c'est tout le temps de venir le rattacher à un objectif d'affaires parce que c'est ça qui est important pour l'entreprise. Ensuite, ça serait vous pouvez regarder justement pour mesurer la performance de vos équipes. Donc, on parle beaucoup des métriques clés de Dora. Donc, moi, c'est sûr que, mettons, comme premier assessment, ça peut être un premier assessment que vous pourriez faire de regarder la performance des livraisons dans vos équipes. Une fois que vous allez avoir, mettons, certaines métriques, naturellement, cherchez à vous comparer peut-être avec un benchmark de l'industrie ou peut-être vous créer un benchmark interne aussi dans votre organisation. Mettons que vous voyez un lead time for change de, mettons, 8 jours. 8 jours, c'est-tu bon ou c'est pas bon ou peu importe. Vous pouvez, dans votre contexte d'organisation, qu'est-ce qui est bon? Sinon, la métrique de l'Europe, il existe aussi des benchmarks de l'industrie. Une fois que vous avez toutes vos équipes, il faut regarder lesquelles équipes sont plus matures, lesquelles sont moins matures, lesquelles ont une plus grande source d'amélioration. Et ça va vous permettre, en fait, de préciser des initiatives qui sont plus stratégiques en lien d'améliorer les capacités en arrière de la livraison en continu. Donc, par exemple, on travaille avec un client en ce moment,
ou ce que c'est justement plus sur les tests automatisés et le shift left on testing. Donc, on parle beaucoup de ça avec eux en ce moment. Donc, c'est ça, c'est un exemple d'initiative stratégique. Et en arrière de ça, ben, ça crée plusieurs comportements, donc plusieurs petites initiatives comme faire des tech talks ou faire des webinaires, faire des formations, apporter des coachs techniques, peu importe. Mais comme c'est tout est lié ensemble. Donc, l'amélioration continue, je le sais, c'est pas nécessairement la chose la plus sexy ou la chose la plus sexy à vendre, mais mon but aujourd'hui, c'était de vous démontrer que c'était payant et de vous donner les outils pour faire des pas là-dedans. Donc, merci beaucoup de votre écoute. I'm coming. I got you. Merci. Salut, merci pour la présentation. J'ai une petite question. J'ai remarqué dans une slide où on parlait des montants qu'on pourrait aller chercher selon le type de performance. C'est qu'on a un petit gain quand on descend de performance moyenne à une basse performance. Ça se peut que cela se justifie par le fait qu'une équipe qui est basse performance ne livre pas assez, donc elle a un coût de correction d'incident qui est nettement moins. Mais dans ce cas, est-ce que cela pourrait aussi justifier de centraliser plus la livraison pour minimiser ces coûts? Merci. La fois, si je reformule la question, c'est est-ce que ça vaut la peine d'améliorer ceux qui sont en basse performance essentiellement? Qu'est-ce qu'il explique? En fait, il y a deux choses. C'est ceux qui sont en basse performance, vu que la variable déterminante, c'est beaucoup la fréquence de déploiement. En basse performance, il déploie une fois aux 6 mois. Dans le fond, imaginez quelqu'un qui, c'est quand tu déploies des fois sur du on-prem ou dans une usine, fait que tu fais comme une release par année, ou par 6 mois ou très peu souvent. Fait que même si tu récupères du temps, vu que tu fais tellement pas de changements souvent, ce temps-là, il vaut comme pas nécessairement cher. Mais généralement, ce qui leur coûte cher, c'est le gain que tu vas récupérer, mais surtout le coût des instants. Parce que quand tu vas te tromper, si tu fais 2 changements par année, il va te coûter cher longtemps. Fait que ça, c'est ça qui fait augmenter le coût. Puis pourquoi que la moyenne performance, dans le fond, il est similaire, ils font plus de changements, donc ça augmente la valeur du temps réinvesti, mais puis le coût des instants est aussi, on pourrait aller voir, je ne sais pas si j'ai mis ça. En tout cas, le coût des instants il est similaire dans leur cas, vu qu'ils se trompent relativement de la même façon. Mais c'est surtout, dans le fond, le gap avec la haute performance. Dans le fond, eux, c'est beaucoup vu qu'on déploie tellement souvent, qu'on a plusieurs changements qui ont un impact positif. Donc, c'est comme le plus gros gain va être là. Ouais. Si. Je me demandais, est-ce que la fréquence de livraison, c'est un bon indicateur en fonction de ce qu'on livre, justement? Si on travaille sur une application legacy qui met beaucoup de temps à modifier, ou bien qui est dure à modifier, comparé à une nouvelle application qui va pouvoir livrer tout le temps parce que c'est nouveau, est-ce que c'est un bon indicateur, justement, de la fréquence? Si la fréquence de livraison, c'est un indicateur de valeur ajoutée, si je comprends bien. De performance, on va dire. En termes de performance de livraison, c'est vraiment, est-ce que tu es bon à apporter un changement à production dans les mains de quelqu'un? Oui, c'en est un, c'est dans le fond la fréquence de déploiement. Ils ont déterminé il y a 4 métriques clés, puis une des 4 métriques clés, c'est celle-là. Mais on s'entend que c'est vraiment être bon à apporter un changement dans les mains de quelqu'un. Après ça, est-ce que ton changement il est pertinent ou il ajoute de la valeur? Ça, c'est une autre gamme de questionnements, puis il n'y a pas de corrélation directe nécessairement, là, on s'entend. Mais en termes de... c'est pour ça que les métriques clés d'Aura, c'est vraiment de la performance de livraison. Est-ce que ton char, il roule vite? Je ne sais pas s'il s'en va à la bonne place, mais je veux savoir s'il roule vite. Mais reste, oui. Puis même la fréquence de déploiement, c'est un bon indicateur pour si t'es bon à aller vite, mais c'est aussi ton meilleur proxy pour savoir la grandeur de tes changements aussi. Fais-tu des grosses pull requests? Est-ce que tu fais des gros changements, des gros PBI ou des gros user story, par exemple? C'est un bon indicateur aussi si ton équipe prend du temps à faire des gros changements. Si tu as des merging L, j'ai plein de trucs pour toi pour ne plus vivre ça. Mais reste, c'est un excellent indicateur. OK, merci. Ah oui, pardon. À mon ancien job, j'ai transféré mon déploiement de une fois semaine, prenait 3 jours, à haute performance. On déployait chaque service
minimum une fois par jour, si c'était 2 ou 3. Comment je vends ça à mon boss maintenant? Parce qu'il m'avait dit de pas le faire. En fait, ça serait... j'avais le goût de te reposer une question. C'est quoi les motivations en arrière? Je passais 3 jours à déployer par semaine, ça plantait tout le temps. Donc, un dev, temps plein, 3 jours par semaine à déployer. Ouais. C'est une bonne question. T'as peu. Je vais réfléchir un petit peu. Je pense que ma règle du pouce, ça serait, faut le voir comme un journey, dans le fond, une aventure, puis on se projette qu'on pourrait atteindre ça, mettons, dans 6 mois, 1 an, puis de chercher, sans dire, hey, je fais ça 3 jours semaine ou temps plein juste pour faire ça. Bien, est-ce qu'il y a moyen de le faire de façon incrémentale? Mettons, hey, je mets une journée semaine ou je mets un 4 heures par semaine tout le temps jusqu'à temps que ça finisse par marcher. Ça peut être une façon de le faire. Fait que, ça va te créer une balance entre on continue de livrer la valeur ou on continue de livrer ce qui est important tout en amenant une meilleure comme excellence opérationnelle en arrière. Puis parce que tôt ou tard, si tu mets jamais, mettons que tu investis 0% de ton temps en productivité, ben tu vas juste, ça va te nuire dans le long terme de toute façon. Tu vas passer plus de temps à réparer des bugs ou à être moins inefficient de toute façon. Là. Fait que ce serait, si 3 jours c'est trop, ben c'est peut-être de regarder on peut-tu le faire, mettons, à coup de 2 jours, à coup d'une journée, à coup de 4 heures. Mais idéalement, il faudrait qu'il y ait du temps pour ça. Peut-être que ça ne serait pas 0. All right, last question. J'arrive. Who's it? Yep. C'est juste, il y avait une slide de ressources à la fin, je pense. Est-ce que je peux la revoir? Il y avait comme des liens à la fin, utiles, ouais, tout à la fin. Ouais, ça va, merci. OK. Merci pour ça. All right. Merci beaucoup, Alexandre.